Bonjour, aujourd'hui je voudrais aller avec vous au cœur de l'innovation du Bitcoin. Quelle est la caractéristique qui fait qu'on puisse affirmer que le Bitcoin est une des plus grandes innovations de l'histoire de l'humanité? Alors, le premier point d'innovation du Bitcoin, je dirais, c'est la manière dont il protège les avoirs des gens. Le circuit bancaire marche aujourd'hui selon deux critères. Un premier critère, c'est bon, il y a une infrastructure fermée, propriétaire, sur laquelle qui tourne selon les règles de l'état de l'art de la sécurité informatique aujourd'hui. Et à côté de ça, il y a une partie qui est chez moi, et c'est ma carte bleue. Donc quand je fais un paiement, je dois donner la carte bleue et taper un code PIN, ou alors, si je suis sur Internet, donner une carte bleue et la certifier par un cryptogramme, la date d'expiration, etc. La longueur de cette chaîne de caractères qui est sur ma carte bleue fait qu'il est impossible d'en trouver une identique par hasard, et c'est pour cela, quelques tentatives, parce que quand on paye comme ça, on ne peut pas faire des millions de tentatives comme ça. Et donc, le système se protège comme ça. Le Bitcoin est différent, puisque dans le Bitcoin, il n'y a pas d'infrastructure fermée, tout est ouvert. Le Bitcoin est comme un grand placard avec des milliards et des milliards de tiroirs, et ces tiroirs ont une caractéristique, ils sont tous ouverts, il n'y a pas de cadenas. Donc si quelqu'un arrive, il arrive à ouvrir un tiroir et prendre ce qu'il y a dedans, il peut s'approprier l'argent. Et dans ce cas, il n'y a pas de service après-vente que je pourrais appeler pour aller et dire j'ai de l'argent qui a disparu de mon compte. Alors comment le Bitcoin fait pour pallier au fait qu'il n'y a pas une structure fermée et donc garder quand même cette protection? La protection vient du fait que le nombre de tiroirs est très élevé, est de l'ordre du nombre d'atomes de l'univers, ce qui rend la probabilité d'en trouver un par hasard, si ce n'est pas exactement le mien, impossible. C'est une innovation intéressante puisque change beaucoup par rapport à l'état de l'art, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le circuit bancaire, mais ce n'est pas encore la raison ultime qui nous fait dire que le Bitcoin est très innovant. Une deuxième innovation que le Bitcoin apporte est la divisibilité. Les monnaies courantes, fiat, l'euro, le dollar, n'ont pas de limite supérieure. Je peux dépenser autant d'argent que je veux vers le haut, disons, dans des sommes très importantes, mais elles sont limitées vers le bas. C'est-à-dire que je ne peux pas faire une transaction pour moins de 1 centime d'euro ou 1 centime de dollar, par exemple. Le Bitcoin, lui, il est divisible par 10 puissance 8. Ça veut dire que je peux envoyer dans le réseau Bitcoin des transactions pour des quantités vraiment infimes de Bitcoin. Cela ouvre la porte à des nouvelles technologies, comme par exemple les colored coins, c'est-à-dire l'idée d'envoyer des quantités minimes bien inférieures au centime d'euro, mais qui signifient autre chose à l'intérieur d'une sidechain ou d'un autre logiciel que j'aurais hors-daté sur la blockchain. C'est une technologie intéressante, mais qui est mitigée par le fait que quand je veux faire ce type de micro-paiement, les commissions que je dois payer au réseau peuvent être 1000 à 1 million de fois plus grandes que la valeur nominale de la transaction elle-même. Dans le cas du micro-paiement, on arrive à une situation un peu paradoxale, où j'envoie des micro-paiements. Si j'envoie des micro-paiements, c'est que je ne veux pas dépenser beaucoup, et par contre, je suis quand même obligé de payer des fees qui sont assez importantes. C'est la raison principale pour laquelle on ne peut pas dire que la divisibilité, bien que ce soit une nouveauté absolue apportée par le Bitcoin, soit aussi le cœur de son innovation. Troisième point d'innovation est l'ubiquité de la monnaie. On dit que l'Empire romain est l'empire qui s'est répandu le plus dans le monde. Ainsi, quelques siècles après Jésus-Christ, on avait en Écosse, comme en Afrique du Nord, comme en Palestine, on faisait de l'achat-vente en s'échangeant des monnaies de l'empereur. C'est un cas parlant, puisque c'est un des cas où la même monnaie s'est répandue le plus dans le monde. Aujourd'hui, ce rôle est tenu par le dollar, du moins dans tous les échanges business to business. C'est-à-dire que la plupart des échanges importants dans le monde se font en dollars. Mais malgré cela, dans l'histoire de l'humanité, jamais une monnaie est arrivée à s'imposer à la planète, ni à pouvoir être utilisable facilement, sans friction, de manière planétaire. Lorsque le 3 janvier 2009, vers 18h15, on a miné le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que nous n'avons pas saisi tout de suite. C'est-à-dire qu'il s'est mis en place, pour la première fois dans l'histoire, un système de paiement totalement ubiquitaire. Et aussi une monnaie totalement ubiquitaire. C'est-à-dire que
où que je sois dans le monde, pour la première fois, j'ai une monnaie que je peux utiliser. Je vais à l'Afrique du Sud, je ne suis jamais allé en Afrique du Sud. Je trouve un bar qui accepte le Bitcoin et juste par le fait d'avoir un wallet sur mon téléphone portable, si j'ai une connexion Internet, je peux payer un café sans avoir sur moi de la monnaie nationale. Et ça, c'est vraiment une innovation majeure parce que c'est la première fois que ça arrive dans le monde. En ce sens, je dirais que cette innovation est déjà beaucoup plus intéressante que les deux autres. Le fait de pouvoir disposer immédiatement d'un moyen de paiement totalement ubiquitaire est quelque chose d'un ordre de grandeur supérieur par rapport aux deux innovations que nous avons vues précédemment. Mais malgré cela, nous ne sommes pas encore au cœur de l'innovation Bitcoin. Le quatrième point d'innovation est l'émission régulière. Au Moyen-Âge, on faisait des échanges avec du sel. Puis du sel, on est passé à l'or. Et voilà, maintenant de l'or, on passe aux monnaies courantes. C'est clair qu'à l'époque, il n'y avait pas de régularité sur le sel connu. C'est-à-dire qu'on ne savait pas de combien de tonnes de sel on pouvait disposer, puisque voilà, c'était quand même assez aléatoire. L'or, aujourd'hui, est assez stable. Il y a juste un petit delta, par exemple, justement, si on trouve quelques gisements mineurs, ou si, par exemple, il y a des problèmes météorologiques qui font que, voilà, à certaines zones du monde, on n'a plus pu travailler pendant 3 mois. Le Bitcoin, il marche un peu de la même manière, mais il a une régularité encore supérieure. Puisque c'est le protocole même qui décide de l'érogation du Bitcoin, je dirais qu'il n'y a pas un asset dans le monde qui est aussi régulier que le Bitcoin. On ne peut pas connaître à l'avance, et pour le Bitcoin, on parle des décennies, d'ici les prochaines décennies, on peut pas, pour aucun autre asset, on peut connaître à l'avance, avec cette précision, la quantité de monnaie qui sera créée et introduite dans le circuit financier. C'est surtout intéressant de comparer cette régularité au caractère aléatoire, pour ne pas dire capricieux, justement, des monnaies fiat, puisque les banques centrales, aujourd'hui, font une sorte de fuite en avant avec la planche à billets qui endette de plus en plus les générations à venir. Regardez, par exemple, si on avait demandé à Bruxelles combien d'argent on aurait créé en 2015, par exemple, 2014-2015, par exemple, on aurait eu une réponse, et cette réponse aurait été différente de la réalité, puisque comme il y a eu la crise de la Grèce, en fait, on a imprimé, on a fait tourner la planche à billets, on a fait du quantitative easing, beaucoup plus que ce qu'on avait prévu à l'avance. Donc, il y a des aléas dans la création de monnaie courantes qui sont assez préjudiciables à l'économie, puisque l'économie aime bien les choses qui sont régulières. Même s'il est vrai que c'est bien dans certains cas de voir une certaine flexibilité, et donc par exemple de pouvoir décider que puisque la Grèce, puisqu'il y a un pays qui a un problème, essayer d'aller l'aider. Mais c'est vrai aussi que vu les excès très importants qu'on a eu dans les dernières années notamment, la régularité de Bitcoin est quelque chose qui va plaire énormément aux investisseurs et aux économistes. Entre un asset qui est très irrégulier et un autre, c'est vite vu lequel va avoir de la valeur. Donc cette manière d'innover du Bitcoin, c'est-à-dire par sa régularité d'émission, est aussi quelque chose de très intéressant. Je dirais du même niveau du point précédent, c'est-à-dire de l'ubiquité de la monnaie. Mais là aussi, on n'est pas encore au cœur de l'innovation Bitcoin. Le prochain point d'innovation est le consensus. On sait que le Bitcoin marche dans un réseau peer-to-peer. Lorsqu'on envoie de l'information dans un réseau peer-to-peer, il y a un délai naturel à respecter. De ce fait, les différents nœuds voient chacun sa propre version de la vérité. C'est-à-dire, même en imaginant qu'il n'y a pas d'acte malicieux de la part de quelques nœuds, ni que de nœuds qui tombent comme ça aléatoirement, même juste par le fait qu'il y a un délai, le nombre de transactions qui sont vues par chaque nœud ne peut pas être strictement identique. Parce que vous avez par exemple des transactions qui se sont faites en Chine, que peut-être un nœud qui est à New York n'a pas encore vu, un nœud qui va être en Suède qui n'a pas encore vu, des transactions qui arrivent du centre de l'Afrique par exemple. Et pourtant, les transactions doivent être mises tous dans un bloc, compactées dans un bloc, pour créer justement le prochain bloc de la blockchain. Alors, la question se pose de savoir quel est le nœud en fait qui va avoir le droit d'écrire le prochain bloc dans la blockchain. Et pour résoudre ce problème, Satoshi Nakamoto a utilisé une technologie qui existait déjà, en fait, qui est justement la proof of work. Il a décrété que dans le protocole, on allait accepter
comme prochain bloc la personne qui avait trouvé en premier la solution à un quiz cryptographique. Un quiz cryptographique qui demande beaucoup de puissance de calcul. Ce qui veut dire qu'on accepte toujours la blockchain la plus longue, c'est celle qui a dépensé le plus d'énergie computationnelle pour en arriver jusque-là. Cette proof of work est aussi la raison principale pour laquelle une blockchain est différente d'une base de données, même d'une base de données distribuée. Quand on analyse de près, si on rentre un peu dans les détails techniques aussi en plus du proof of work, on voit qu'on est vraiment, le proof of work est vraiment l'innovation qui est un peu le pivot du Bitcoin. Sans ce consensus, la monnaie ne pourrait pas exister. Parce que c'est ce consensus-là, cette manière de faire le consensus qui sécurise tout le réseau. Et en ce sens-là, c'est vrai que par rapport à tous les points qu'on a vus jusqu'ici, le consensus est celui qui s'approche le plus du cœur de l'innovation. Mais nous n'y sommes pas encore. Quel est donc le cœur de l'innovation Bitcoin? Si nous pensons à tous les assets, tous les biens, toutes les monnaies qui ont existé dans l'histoire de l'humanité, soient-elles des monnaies hardware, c'est-à-dire des pièces de métal, d'or, d'argent, vraiment des pièces réelles, ou des monnaies plutôt virtuelles, comme celles qui circulent aujourd'hui dans les circuits bancaires, nous pouvons facilement nous rendre compte que jamais, et vraiment jamais, une monnaie n'a été liée à une technologie. Alors que dans le cas du Bitcoin, pour la première fois, nous pouvons nous poser la question où s'arrête la technologie et où commence la monnaie, et vice-versa. Le Bitcoin marie la notion même de monnaie d'échange avec le concept de technologie informatique. Donc, il est facile de comprendre que maintenant, désormais, la technologie va pouvoir soutenir la monnaie et le système de paiement. Nous avons eu, notamment dans les dernières années, des évolutions spectaculaires dans certains domaines. Pensez par exemple au téléphone mobile, à les évolutions des smartphones. On peut penser aussi à la loi Moore avec la puissance des machines qui doublent périodiquement. On peut penser aussi à certaines évolutions software, comme par exemple la gestion des big data, qui n'existait pas il y a quelques années auparavant. Et tout ce type d'innovations qui sont arrivées dans des domaines disparates peuvent aujourd'hui se produire, et même parfois de manière exponentielle, à l'intérieur d'un système de paiement. C'est très intéressant, parce que ça veut dire par exemple que demain, qu'est-ce que ça empêche d'avoir par exemple les gens les plus riches du Bitcoin qui vont utiliser une partie du protocole pour faire du prêt, pour prêter à des personnes qui ont moins d'argent. Un système de prêt comme ça pourrait être intégré directement dans le protocole Bitcoin dans plusieurs années, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de possible techniquement. C'est clair que ces innovations, soient-elles exponentielles ou même pluriexponentielles, supposons, pour l'instant, vont servir surtout à rattraper le système existant. Puisque le Bitcoin, rappelons-le, il est à 7-8 transactions par seconde contre les plusieurs dizaines de milliers d'un circuit Visa. Mais l'important, c'est d'avoir cassé le paradigme. C'est-à-dire qu'on a désormais une monnaie open source pour la première fois dans l'histoire, une monnaie qui est évolutive d'un point de vue technologique, une monnaie dont la limite du champ d'exploration est l'imagination des développeurs. Et en ce sens, ça devient aussi très intéressant de suivre ce qui va se passer. Mais il va y avoir aussi une autre chose importante, et c'est une sorte de shift de pouvoir, une sorte de migration du pouvoir. Dans l'histoire de l'humanité, c'est clair que le nerf de la guerre du pouvoir a toujours été la création de monnaie. En ce sens, le fait que ce soit des informaticiens pour la première fois dans l'histoire qui gèrent la monnaie est aussi une innovation majeure. Puisqu'on risque de passer d'un monde tiré par la finance, ou du moins le pouvoir économique est géré entièrement par la finance, à un monde où le pouvoir économique est géré notamment par des techniciens informatiques. Ce n'est pas à exclure que dans le futur, plus ou moins lointain, la création de monnaie ne se fasse que par des blockchains, que par la confiance que certains groupes de personnes mettent dans une ou dans une autre blockchain. Et donc,
je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'il y a plein de points de régulation et tout ça, mais d'un point de vue strictement technique, c'est tout à fait possible d'approvisionner le monde, la planète, en argent uniquement en utilisant le blockchain. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant le Bitcoin. Et en ce sens, c'est une vraie disruption. Aujourd'hui, on est un peu comme au début des années 90. L'Internet est en train de naître, il y a des protocoles qui arrivent comme le TCP/IP, comme l'HTTP, en pressant qu'ils vont changer notre manière de vivre et vont bouleverser nos vies, mais nous ne savons pas encore exactement comment ça va se passer. Le Bitcoin est aussi un protocole et il a ce même pouvoir. Sauf qu'au début des années 90, personne ne pouvait prévoir une application comme Facebook ou comme YouTube, par exemple. Ni encore moins l'impact que ce type d'application aurait eu sur le quotidien des humains. Pour le Bitcoin, c'est un peu la même chose. Nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui quelles seront les applications de demain qui changeront complètement notre manière de gérer et de faire transiter l'argent. En ce sens, c'est vrai que c'est pas si stupide de dire que le Bitcoin est une des plus grosses innovations de l'histoire de l'humanité. Et mon opinion personnelle, c'est que comme on a eu au Moyen-Âge le sel, le Bitcoin est le sel du 3e millénaire. Il sera partout et il sera utilisé pour plein de choses. Les améliorations technologiques viendront le soutenir de plus en plus pour faire de lui probablement une des monnaies les plus importantes de l'humanité.